Quelque chose de fondamental s'est brisé entre les hommes et les femmes. On peut le ressentir dans chaque conversation sur les relations, chaque discussion sur le mariage et chaque débat concernant les enfants. Nous avons atteint un point où les deux sexes fonctionnent à partir de schémas totalement différents. Les hommes réalisent enfin que jouer selon les vieilles règles signifie tout perdre. Laissez-moi vous expliquer pourquoi les hommes à travers le monde en ont assez d'être les bons gars compréhensifs, accommodants et sacrificiels que la société exigeait qu'ils soient. Le fossé idéologique entre les sexes est devenu un canyon. Je le vois tous les jours dans ma pratique. Un homme parle de vouloir une structure familiale traditionnelle, non pas parce qu'il veut opprimer qui que ce soit, mais parce qu'il a vu ce qui fonctionne. Il est immédiatement étiqueté comme dominateur, dépassé ou toxique. Pendant ce temps, elle veut tous les avantages de la pourvoyance masculine traditionnelle, tout en conservant une indépendance et une autorité complète. Ce ne sont pas des visions du monde compatibles, et prétendre qu'elles le sont détruit les relations. Voici ce qui se passe réellement. Chaque camp a créé un récit où il est le héros et l'autre le méchant. Elle se voit s'affranchir de l'oppression, poursuivre l'autonomisation et revendiquer son indépendance. Il se voit offrir la stabilité, l'engagement et le partenariat pour finalement être traité comme un distributeur automatique sans aucune autorité. Aucun des deux ne comprend pourquoi l'autre ne voit pas les choses de son point de vue. Cette perte d'empathie dans les relations de genre est sidérante. J'ai eu en thérapie un couple où la femme ne comprenait pas pourquoi son mari était contrarié d'être exclu des décisions concernant l'éducation de leurs enfants. « Je suis la mère », disait-elle, comme si cela expliquait tout. Quand je lui ai demandé ce qu'elle ressentirait s'il prenait des décisions financières sans son avis, elle a répondu que c'était complètement différent. Mais ce n'est pas différent. C'est le même mépris de l'implication d'un partenaire. Ces conversations révèlent la profondeur de ce détachement émotionnel. Lorsque les hommes expriment le souhait d'avoir un mot à dire égal dans les affaires familiales, on leur dit qu'ils essaient de contrôler. Lorsqu'ils s'effacent et la laissent diriger, on leur reproche de ne pas être assez impliqués. Lorsqu'ils expriment leur blessure d'être mis à l'écart, on leur dit d'arrêter de faire du mélodrame. Il n'y a littéralement aucun moyen acceptable pour les hommes de défendre leur propre implication. Parlons de l'éléphant dans la pièce, le déséquilibre systémique dans les tribunaux de la famille. Pendant des décennies, le système juridique a fonctionné sur l'hypothèse que les mères sont intrinsèquement de meilleurs parents. Les pères étaient traités comme des visiteurs dans la vie de leurs enfants, des divertissements de week-end ou de simples émetteurs de chèques. Ce n'était pas fondé sur des preuves ou sur la psychologie de l'enfant. C'était basé sur des préjugés sexistes dépassés qui ne semblent étrangement importés que lorsqu'ils bénéficient à un côté. J'ai conseillé des centaines de pères divorcés et leurs histoires sont d'une similitude déchirante. Des hommes bons, des pères impliqués qui se retrouvent soudain réduits à voir leurs enfants un week-end sur deux. Des hommes qui entraînaient à l'équipe de baseball pour enfants, faisaient les devoirs chaque soir et ne manquaient jamais un spectacle, n'obtiennent plus que 2 jours par mois s'ils ont de la chance. La société se demande pourquoi les hommes se retirent de la formation d'une famille. Le parti pris n'est pas subtil. Les juges supposent que les mères sont naturellement plus attentionnées. Les avocats conseillent aux hommes de simplement accepter le droit de visite standard. Les évaluateurs judiciaires scrutent les pères parce qu'ils travaillent à temps plein, mais ne questionnent pas les mères pour la même raison. Le système est truqué depuis si longtemps que les gens pensent que ce trucage est une loi naturelle. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. La réforme devient un tournant pour l'égalité parentale. Plusieurs États et pays ont commencé à mettre en œuvre des lois de garde partagées à 50-50 par défaut. Temps égal, responsabilité égale et autorité égale. Et devinez quoi? Les personnes qui prétendent vouloir l'égalité perdent la tête. Le Kentucky a adopté une loi sur la garde partagée et les organisations féministes l'ont combattue bec et ongle. La Floride a tenté de faire passer une législation similaire et elle a fait l'objet d'un veto après une pression massive de groupes de femmes. Pourquoi? Si l'égalité est l'objectif, pourquoi combattre la parentalité égale? Parce qu'il n'a jamais été question d'égalité. Il s'agissait de maintenir un avantage tout en se revendiquant victime. L'évolution des tendances en matière de divorce après les changements législatifs raconte la véritable histoire. Dans les États dotés de lois sur la garde partagée, les taux de divorce ont considérablement chuté. Il s'avère que lorsque les deux parties savent qu'elles partageront une responsabilité égale,
et qu'elles ne peuvent pas utiliser les enfants comme des armes, elles travaillent plus dur pour faire fonctionner leur mariage. Quand l'option nucléaire n'est plus aussi attrayante, les gens choisissent la négociation plutôt que la destruction. Cela révèle quelque chose d'important. De nombreux divorces n'étaient pas dus à des différends irréconciliables. C'étaient des manœuvres stratégiques permises par un système partial. Quand vous savez que vous obtiendrez les enfants, la maison et le soutien financier, partir devient un choix plus facile. Supprimez ces garanties et soudain les gens découvrent qu'ils peuvent surmonter leurs problèmes. Le contrôle féminin sur la dynamique familiale est une politique institutionnelle depuis des décennies, pas seulement pour la garde, mais dans le pouvoir de décision. Les écoles appellent les mères en premier. Les médecins s'en remettent aux souhaits de la mère. Même lorsque les pères sont également impliqués, ils sont traités comme des parents de second plan. Ce n'est pas naturel ou biologique. C'est un biais systémique que tout le monde fait semblant d'ignorer. Je vois ce contrôle s'exercer aussi dans les mariages intacts. Elle prend des décisions unilatérales sur les activités des enfants, leur éducation et leurs soins médicaux, puis l'en informe après coup. S'il s'y oppose, il est dominant. S'il veut donner son avis, il sape ses instincts maternels. Le message est clair, les pères doivent fournir les ressources, mais pas d'opinion. La perte de cette dominance est profondément déstabilisante pour ceux qui s'y sont habitués. Quand les hommes commencent à exiger un mot à dire égal, un temps égal et une autorité égale, cela est présenté comme une attaque contre la maternité elle-même. Mais ce n'est pas le cas. C'est simplement demander l'égalité qui a été prêchée, mais jamais pratiquée en matière de parentalité. Le mythe du danger masculin est l'un des récits les plus destructeurs de notre société. Nous avons été conditionnés à voir les pères comme des menaces potentielles pour leurs propres enfants. Chaque homme dans un parc avec son enfant est regardé avec suspicion. Les pères reçoivent des regards noirs lorsqu'ils emmènent leurs filles aux toilettes. Ce n'est pas de la protection, c'est de la paranoïa. Les statistiques racontent une histoire différente du récit ambiant. Les mères sont statistiquement plus susceptibles d'abuser des enfants que les pères. Les petits amis des mères, et non les pères biologiques, représentent le risque le plus élevé pour les enfants. Mais ces faits ne correspondent pas à l'histoire, alors ils sont ignorés. Au lieu de cela, nous fonctionnons sur l'hypothèse que les enfants sont plus en sécurité, loin de leur père, malgré toutes les preuves du contraire. Ce conditionnement culturel est si profond que même les hommes l'intériorisent. Les pères doutent de leur propre capacité à être parents. Ils s'en remettent aux mères même quand leurs instincts sont bons. Ils acceptent d'être traités comme des babysitters dans leur propre maison. La programmation a convaincu tout le monde, y compris les hommes eux-mêmes, qu'ils sont au mieux des parents de second plan. Le parti pris institutionnel et médiatique est écrasant. Regardez n'importe quelle série judiciaire sur la famille, lisez n'importe quel article sur les litiges de garde ou assistez à n'importe quel séminaire parental. Les pères sont dépeints soit comme des bourreaux de travail absents, soit comme des idiots maladroits incapables de changer une couche. Les mères sont des héroïnes sages et sacrificielles qui méritent l'autorité par défaut. Ce n'est pas du journalisme, c'est de la propagande. Le milieu universitaire est encore pire. Les départements d'études de genre produisent à la chaîne des articles sur la masculinité toxique, tout en ignorant les taux de suicide chez les hommes. Ils étudient l'écart salarial, tout en ignorant l'écart de mortalité au travail. Ils défendent les droits des femmes tout en s'opposant activement aux droits des pères. Le parti pris n'est pas caché, il est célébré comme un progrès. Les organisations de défense qui prétendent soutenir les familles travaillent activement contre les pères. Elles combattent les lois sur la coparentalité et s'opposent aux réformes qui donneraient aux hommes des droits égaux dans les décisions reproductives. Elles font du lobbying pour des politiques qui maintiennent l'avantage féminin tout en prêchant l'égalité. L'hypocrisie est à couper le souffle. Redéfinir l'équité et l'égalité signifie en réalité des normes identiques quel que soit le sexe. Si nous croyons que les parents doivent être impliqués auprès de leurs enfants, cela inclut les pères. Si nous croyons en l'égalité des droits, cela inclut les droits reproductifs pour les hommes. Si nous nous opposons à la discrimination, cela inclut la discrimination contre les pères dans les tribunaux de la famille. La véritable égalité n'est pas sélective. Vous ne pouvez pas choisir à la carte les avantages que vous gardez, tout en exigeant l'égalité dans les domaines où vous êtes désavantagé. Soit nous sommes égaux, soit nous ne le sommes pas. Soit la parentalité est genrée, soit elle ne l'est pas. Soit nous jugeons par le mérite,
soit par les chromosomes. Choisissez en un et tenez-vous-y. L'argument de la justice morale est simple. Les luttes des hommes méritent la même reconnaissance et la même réponse que celle des femmes. Le suicide masculin, l'itinérance masculine, l'échec scolaire masculin et l'aliénation parentale masculine ne sont pas moins importants parce qu'ils affectent les hommes. Une société qui ne se soucie que de la souffrance d'un seul sexe n'est pas progressiste, elle est discriminatoire. La souffrance émotionnelle des pères séparés est une épidémie silencieuse. J'ai vu des hommes adultes sangloter dans mon bureau parce qu'ils n'avaient pas vu leurs enfants depuis des mois. Des hommes forts et qui réussissent sont brisés par un système qui les traite comme des portefeuilles plutôt que comme des parents. Ce ne sont pas des pères démissionnaires, ce sont des pères dévoués empêchés d'être pères. L'impuissance que ressentent ces hommes est écrasante. Ils suivent parfaitement les ordonnances du tribunal, paient religieusement les pensions alimentaires, franchissent chaque obstacle et se voient toujours refuser l'accès à leurs enfants. Ils voient leurs enfants se retourner contre eux par l'aliénation parentale, tandis que les tribunaux ne font rien. On leur dit d'être reconnaissants pour les miettes de temps qui leur sont accordées. L'isolement est peut-être le pire de tout. La société ne reconnaît pas leur douleur. Il n'y a pas de groupe de soutien, pas de campagne de sensibilisation et pas de ruban pour les pères aliénés. Ils souffrent en silence parce qu'exprimer leur douleur est vu comme une faiblesse ou, pire, comme la preuve qu'ils sont des parents inaptes. Le système même qui cause leur douleur les punit de la montrer. Je me souviens d'un père qui n'avait pas vu sa fille depuis 6 mois. La mère n'arrêtait pas de trouver des excuses. L'enfant était malade, avait des activités ou ne se sentait pas bien. Le tribunal n'a rien fait. Cet homme, un cadre qui négociait des contrats à 1 million de dollars, s'est assis dans mon bureau en tremblant parce qu'il était impuissant à voir son propre enfant. Il a dit « Je n'aurais jamais pensé être le genre d'homme qui pleure, mais je rêve d'elle chaque nuit. » Un autre client a découvert que son ex-femme disait à leurs enfants qu'il les avait abandonnés, alors qu'en réalité, elle avait déménagé à 3 États de là sans prévenir. Au moment où le tribunal a traité l'affaire 2 ans plus tard, le mal était fait. Ses enfants croyaient qu'il ne les aimait pas. La réponse du juge a été qu'ils étaient maintenant installés et qu'on ne pouvait pas perturber leur vie. Sa vie et sa relation avec ses enfants n'avaient aucune importance. C'est pourquoi l'action collective et la défense des intérêts des hommes sont essentielles. Des hommes isolés, écrasés par le système ne changent rien. Mais des hommes organisés exigeant une réforme, c'est différent. Regardez les groupes de défense des droits des pères qui réussissent à changer les lois et les organisations masculines qui contestent les préjugés dans les tribunaux. Se serrer les coudes n'est pas seulement utile, c'est nécessaire. Les hommes doivent cesser d'avoir honte de défendre leurs intérêts. Tous les autres groupes s'organisent pour leurs intérêts. Chaque autre catégorie démographique a des groupes de défense. Mais quand les hommes s'organisent, on les traite d'aigris, de colériques ou pire. Cette tactique de contrôle basée sur la honte a fonctionné pendant des décennies. Il est temps d'arrêter d'y succomber. La réaction sera intense. On vous insultera, on vous étiquetera d'extrémiste et on vous accusera de vouloir opprimer. C'est le prix à payer pour défier des systèmes qui bénéficient de votre silence. Mais rappelez-vous, vouloir passer un temps égal avec vos enfants n'est pas extrême. Vouloir un traitement équitable au tribunal n'est pas de l'oppression. Vouloir que vos luttes soient reconnues n'est pas de la haine. Élargir le sens de l'égalité exige que nous arrêtions de tout justifier par le prisme de l'intérêt des femmes ou des enfants. C'est bon pour les mères ne devrait pas être la conclusion de chaque discussion politique. Qu'en est-il des pères? Qu'en est-il des hommes? Leur bien-être compte aussi, pas comme un effet secondaire de l'aide aux autres, mais comme un objectif digne en soi. Un progrès social qui n'évolue que dans une seule direction n'est pas un progrès, c'est une suprématie. Le vrai progrès reconnaît que les deux sexes sont confrontés à des défis, que les deux méritent un soutien et que les deux ont besoin d'être défendus. Les politiques, qui protègent les droits des pères envers leurs enfants, ne sont pas anti-femmes, elles sont pro-famille. Les lois qui garantissent un traitement équitable pour les hommes ne sont pas misogynes, elles sont égalitaires. L'alarmisme autour des droits des pères est révélateur. Si les hommes obtiennent la garde partagée, les gens prétendent que les femmes resteront dans des relations abusives. Mais ne nous avait-on pas dit que les femmes étaient fortes et indépendantes? Ils prétendent que les enfants ont plus besoin de leur mère,
Mais le genre n'était-il pas une simple construction sociale? Les arguments changent selon ce qui permet de maintenir l'avantage. Voici la réalité. Les enfants ont besoin de leurs deux parents. Pas d'un papa visiteur, pas d'un papa du week-end, et pas d'un papa pension alimentaire. Ils ont besoin d'un père réel, impliqué et faisant autorité. Des études montrent systématiquement que les enfants s'en sortent mieux avec des pères impliqués. Moins de criminalité, meilleure éducation, relations plus saines et plus grande réussite. Mais ces données sont ignorées parce qu'elles menacent le récit établi. La résistance à la parentalité égale révèle quelque chose de plus sombre. Certaines personnes bénéficient des familles brisées. Les avocats obtiennent plus d'heures facturables grâce aux batailles de garde. Les thérapeutes obtiennent des clients grâce aux enfants traumatisés. Les agences gouvernementales justifient leur budget par la gestion des dysfonctionnements. Il y a toute une industrie bâtie sur l'éloignement des pères de leurs enfants. Le fossé idéologique devient clair lorsque l'on examine le langage utilisé. Les mères élèvent les enfants, les pères font du babysitting. Les mères ont des instincts maternels. Les pères ont des comportements appris. Les mères se sacrifient. Les pères donnent un coup de main. Cette programmation linguistique renforce le parti pris à tous les niveaux. Le langage façonne la pensée, et la pensée est que les pères sont optionnels. Les hommes commencent à reconnaître ces jeux de mots. Quand elle dit « nous devons communiquer », elle veut souvent dire « tu dois être d'accord avec moi ». Quand elle dit « sois plus impliqué », elle veut dire « fais exactement ce que je dis ». Quand elle dit « masculinité toxique », elle désigne tout trait masculin qui ne la sert pas. Le vocabulaire des relations modernes a été militarisé contre la participation masculine. L'écart d'empathie est stupéfiant quand on compare les réactions à des situations similaires. Une mère qui pleure parce que ses enfants lui manquent reçoit de la sympathie, du soutien et une action sociale. Un père dans la même situation se fait dire de se comporter en homme, de passer à autre chose, ou qu'il l'a probablement mérité. Ce n'est pas seulement un parti pris individuel, c'est institutionnel. Les services de soutien pour les mères sont des centaines de fois plus nombreux que ceux pour les pères. Les hommes en ont fini de jouer les gentils parce que jouer les gentils signifiait accepter un statut de seconde zone dans leur propre famille. Cela signifiait être reconnaissant pour l'accès, quel qu'il soit, qui leur était accordé à leurs propres enfants. Cela signifiait financer un système qui travaillait contre eux. Cela signifiait rester silencieux tout en étant systématiquement désavantagé. On attendait du gentil gars qu'il se tue au travail pour subvenir aux besoins, puis qu'il accepte d'être traité d'absent. On attendait de lui qu'il s'en remette à ses décisions parentales, puis qu'il soit blâmé pour ne pas être impliqué. On attendait de lui qu'il sacrifie tout lors du divorce, puis qu'il soit dépeint comme le méchant. Le manuel du gentil gars a mené à l'exploitation, pas au partenariat. Il ne s'agit pas de devenir dur ou cruel. Il s'agit de reconnaître qu'être accommodant envers un système injuste perpétue ce système. Être compréhensif face aux préjugés ne les élimine pas. Être la personne la plus raisonnable, lorsque vous êtes systématiquement victime de discrimination, ne fait que favoriser davantage de discrimination. Les hommes apprennent ce que tout autre groupe a appris il y a longtemps. On n'obtient pas l'égalité en demandant gentiment. On l'obtient en l'exigeant, en s'organisant pour elle et en se battant pour elle juridiquement et politiquement. On l'obtient en refusant d'accepter moins qu'un traitement légal. On l'obtient en dénonçant la discrimination même quand la société vous dit de vous taire. Les changements institutionnels nécessaires sont clairs. Garde par défaut dans tous les États, mot à dire égal dans les décisions reproductives, poids égal dans les témoignages devant les tribunaux de la famille, accès égal aux services de violence domestique et considération égale dans la politique d'éducation. Ce ne sont pas des demandes radicales, c'est l'égalité de base, mais elles sont combattues avec acharnement par ceux qui bénéficient de l'inégalité. Le changement est déjà en marche. Les jeunes hommes rejettent le mariage à des taux records. Ils exigent des contrats de mariage lorsqu'ils se marient. Ils se battent pour leurs droits parentaux au tribunal. Ils refusent d'accepter le marché que leurs pères ont accepté. Ce n'est pas une crise de la masculinité, c'est un éveil à la réalité. Certains appellent cela un retour de bâton, comme si les hommes réclamant l'égalité étaient d'une certaine manière une vengeance. Mais ce n'est pas un retour de bâton, c'est un équilibre. Pendant des décennies, le pendule a penché d'un côté.
Maintenant, il revient vers le centre. Les personnes qui ont bénéficié du déséquilibre crieront le plus fort, mais cela ne rend pas l'équilibre mauvais. L'avenir des relations entre les sexes dépend d'une égalité réelle, pas de la version sélective que nous avons eue. Cela signifie des droits et des responsabilités égaux dans tous les domaines, une autorité égale dans la parentalité, un poids égal dans les décisions de garde, des options égales en matière de reproduction, une reconnaissance égale de la souffrance et un soutien égal pour les luttes. Cela menace ceux qui ont construit leur identité sur le fait d'être des victimes, tout en détenant un pouvoir institutionnel. Mais la dissonance cognitive n'est pas une raison pour maintenir l'injustice. Le fait que certaines personnes soient de mal à l'aise avec une véritable égalité ne signifie pas que nous devions accepter l'inégalité. Les hommes qui défendent leurs intérêts ne sont pas anti-femmes. Pas plus que les femmes qui défendent les leurs ne sont anti-hommes. Ce n'est pas un jeu à somme nulle où le gain d'un sexe est la perte de l'autre. Le fait que les enfants aient des pères impliqués ne nuit pas aux mères. Le fait que les hommes aient des droits reproductifs ne diminue pas les femmes. La garde partagée ne détruit pas les familles. Elle les renforce. La raison pour laquelle les hommes en ont fini de jouer les gentils est simple. Être gentil ne les a menés nulle part. Être gentil les a exclus de la vie de leurs enfants. Être gentil les a fait traiter comme des utilitaires plutôt que comme des partenaires. Être gentil les a fait subir une discrimination systématique tout en s'entendant dire qu'ils étaient aux privilégiés. Être gentil était un luxe qu'ils pouvaient non se permettre quand le système était équitable. Le système n'est pas équitable. Mais il ne s'agit pas de vengeance ou de punition. Il s'agit de construire un monde où les deux sexes sont traités comme des parents également capables, des partenaires également méritants et des humains d'une valeur égale. Où l'amour d'un père pour ses enfants est valorisé autant que celui d'une mère et où les luttes des hommes sont considérées comme dignes d'être traitées. Les hommes qui en ont fini de jouer les gentils ne sont pas les méchants. Ce sont des pères qui veulent être parents, des partenaires qui veulent l'égalité et des humains qui veulent de la reconnaissance. Ils sont fatigués de s'entendre dire que leurs besoins n'importent pas, que leurs contributions ne sont pas valorisées et que leurs luttes ne sont pas réelles. Ils en ont fini d'accepter un traitement moins qu'égal au nom d'être des bons gars. Certains diront que ce message est clivant ou favorise la guerre des sexes, mais dénoncer l'injustice n'est pas créer la division. L'injustice crée la division. Exiger l'égalité n'est pas une guerre, c'est la justice. Refuser d'accepter la discrimination n'est pas agressif, c'est nécessaire. La voie à suivre exige de l'honnêteté sur l'état actuel des relations de genre. Nous ne pouvons pas résoudre des problèmes que nous refusons de reconnaître. Nous ne pouvons pas atteindre l'égalité tout en maintenant des préjugés institutionnels. Nous ne pouvons pas avoir de partenariat tant qu'un côté détient toutes les cartes. Le vrai progrès exige une véritable égalité, pas seulement sa mise en scène. Les hommes qui s'organisent pour leurs droits en tant que pères, partenaires et humains ne sont une menace pour personne qui croit réellement en l'égalité. Les seules personnes menacées sont celles qui bénéficient de l'inégalité, et leur malaise n'est pas une raison de s'arrêter. C'est la preuve que le changement est nécessaire. Chaque homme qui regarde ceci a un choix. Continuez à jouer les gentils et à accepter les miettes qu'on vous donne, ou se lever et exiger un traitement égal. Continuez à se taire face à la discrimination, ou s'exprimer même quand c'est inconfortable. Continuez à permettre un système partial, ou travailler à le changer. Le mouvement pour les droits des hommes ne consiste pas à enlever quoi que ce soit aux femmes. Il s'agit d'obtenir ce qui aurait toujours dû être là. Un traitement égal devant la loi, une considération égale dans la société et une valeur égale en tant que parent. Ce n'est pas radical, c'est raisonnable. Ce n'est pas extrême, c'est l'égalité. Le changement ne viendra pas de ceux qui bénéficient du système actuel. Il viendra d'hommes refusant collectivement d'accepter un statut de seconde zone dans les familles, les relations et la société. Il viendra de pères exigeant un accès égal à leurs enfants. Il viendra d'hommes se soutenant les uns les autres au lieu de rivaliser pour obtenir l'approbation d'un système qui les dévalorise. Le pouvoir collectif des hommes debout ensemble est ce qui terrifie l'établissement. Les hommes divisés sont facilement contrôlés, humiliés et écartés, mais des hommes unis exigeant un traitement équitable sont inarrêtables. C'est pourquoi il y a un tel effort pour empêcher les hommes de s'organiser, de se soutenir et de reconnaître leur lutte commune. Le temps d'être gentil est révolu.
Non pas parce que la gentillesse est mauvaise, mais parce qu'elle aurait été militarisée contre les hommes. Votre caractère raisonnable a été utilisé pour justifier des traitements déraisonnables. Votre coopération a permis la discrimination. Votre silence a été pris pour un consentement. Plus maintenant. C'est pourquoi les hommes en ont fini de jouer les gentils. Non pas parce qu'ils sont devenus mauvais, mais parce qu'ils ont réalisé qu'être gentil dans un système injuste signifie simplement se conformer à sa propre discrimination. Ils en ont fini d'être compréhensifs face aux préjugés, d'être raisonnables face à des traitements déraisonnables, et d'être la personne la plus raisonnable, tout en étant systématiquement diminués. L'avenir appartient aux hommes qui défendent leurs intérêts sans s'excuser, qui exigent un traitement égal sans honte, et qui s'organisent pour leurs droits sans crainte des étiquettes. Ce n'est pas la fin de la coopération entre les sexes, c'est le début d'un véritable partenariat. Mais un véritable partenariat exige une véritable égalité. Et une véritable égalité exige que les hommes cessent d'accepter moins, tout en se faisant dire d'être reconnaissants. Les hommes qui en ont fini de jouer les gentils n'abandonnent pas les relations, la famille ou la société. Ils renoncent à accepter des conditions injustes. Ils renoncent à se taire face à la discrimination. Ils renoncent à un système qui exige leurs ressources tout en niant leurs droits. Ce mouvement ne va pas disparaître. Chaque décision de garde injuste crée plus de défenseurs. Chaque loi partiale crée plus d'activistes. Chaque douleur d'un père écarté crée plus de détermination. Le système qui a créé cette réponse ne peut pas la supprimer. Il ne peut que l'affronter ou faire face à une résistance croissante. Les hommes méritent mieux que ce qu'ils ont reçu. Les pères méritent un accès égal à leurs enfants. Les partenaires méritent d'avoir leur mot à dire dans les relations. Les humains méritent une reconnaissance égale de leur lutte. Ce n'est pas controversé, c'est du bon sens. Mais le bon sens devient radical lorsqu'il remet en cause des préjugés profitables. La raison pour laquelle les hommes en ont fini de jouer les gentils est qu'ils ont réalisé que les bons gars ne finissent pas derniers. Ils ne finissent pas du tout. Ils sont retirés de la course, on leur dit d'être reconnaissants d'être spectateurs, puis on les blâme de ne pas participer. Le jeu était truqué, et la seule façon de gagner est d'exiger de nouvelles règles. C'est un moment charnière. Les hommes s'éveillent à un biais systémique qui était invisible parce qu'il était interdit de le reconnaître. Ils voient des schémas qui ont toujours été là, mais n'ont jamais été discutés. Ils relient des points qui forment des images inconfortables et ils décident qu'ils ne l'accepteront plus. Je veux vous entendre. Quel a été votre point de rupture? Quand avez-vous réalisé que jouer les gentils ne vous menait nulle part? Quel biais systémique avez-vous subi alors que la société fait semblant qu'il n'existe pas? Déposez vos histoires ci-dessous. Votre expérience compte. Votre lutte est valide et votre voix mérite d'être entendue. Il est temps d'arrêter d'être gentil face à l'injustice. Si cette exploration des dynamiques changeantes entre les hommes et les femmes a modifié votre vision des structures de notre société, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous nous consacrons à mettre en lumière l'histoire et les vérités que beaucoup ont tenté de garder enfouies. Travaillons ensemble pour un avenir de véritable égalité. Le prochain chapitre de cette enquête s'ouvrira bientôt.